vous étiez là tout à l'heure, vous savez, et si vous vous rappelez bien encore, vous savez qu'on a eu un Guillaume de chez Google qui nous parlait des agents intelligents et de l'IA. Et alors maintenant, nous allons avoir un Guillaume qui va nous parler de l'IA et des agents intelligents, mais d'une autre manière, totalement d'une autre manière. Ce Guillaume, il avait commencé sa carrière dans les jeux, et ensuite il a travaillé dans des boîtes diverses, mais toujours dans les équipes de l'innovation. Et aujourd'hui, il se retrouve dans la boîte de l'innovation, peut-être la plus importante, une des plus importantes de l'Europe, DeepMind. Alors, vos applaudissements pour Guillaume. Bonjour à tous. Et donc effectivement, comme Nathalie l'a dit, chez Google, les Guillaume vont par deux. Donc vous avez vu Guillaume Java et là ça va être Guillaume DeepMind. Aujourd'hui, je vais vous parler de plein de trucs qu'on peut faire avec AI Studio. Ça va être une présentation qui va être beaucoup moins technique parce que l'une des choses que je veux montrer, c'est qu'on arrive dans l'ère où grâce à l'IA, on peut faire de plus en plus de trucs non techniques. Enfin, qui par le passé apparaissaient comme techniques, et en fait sans avoir besoin d'écrire la moindre ligne de code, sans avoir besoin de se prendre la tête, et donc d'ouvrir tout notre monde des développeurs à des gens qui ne sont pas eux-mêmes des développeurs. Donc, comme Nathalie l'a dit, je suis chez DeepMind, développeur relationship comme Guillaume avant. Donc, mon boulot, c'est de m'assurer à ce que quand on sort des modèles, et on en sort plein, vous savez qu'ils existent, vous savez ce qu'ils peuvent faire, et que vous savez comment les utiliser de la façon la plus simple possible. Donc, il y a des exemples de code, il y a de la documentation, on fait des conférences pour que vous ayez des idées de quoi faire avec. Et justement, Google, ça a été, et DeepMind, ça a été une entreprise d'IA depuis très longtemps. Il y a des tonnes de modèles qui sont sortis au cours du temps. Il y avait AlphaGo, il y a AlphaFold, il y en a encore des tonnes et des tonnes de produits IA. On n'est pas nouveau dans l'IA depuis 2 ans, mais depuis 1 an ou 2, ça s'est complètement enflammé. Et là, c'est juste ce qui est sorti entre mai 2024 et mai 2025, donc les deux I/O. Et en fait, en moyenne, depuis le début de l'année, on sort un truc tous les 5 jours. Et moi qui dois bosser sur, à chaque fois, être sûr que le launch, il se passe bien et il y a tout ce qu'il faut, c'est fatigant un peu. Mais malheureusement, c'est pas prêt de s'arrêter. On va continuer d'accélérer, de sortir des trucs, etc. Mais du coup, voilà, ça fait encore plus de boulot pour être sûr que vous savez que toutes ces choses-là existent. Donc c'est pour ça que je vais essayer de vous faire quelques démos des différents derniers modèles qu'on a sortis et des dernières capacités pour que vous sachiez qu'elles sont là, quoi. Parce que ça, c'est juste ce que nous, on sort. Mais il y a aussi toute la concurrence qui sort aussi plein de trucs cool. Et du coup, déjà que pour nous, c'est dur de suivre nos trucs, si en plus, il faut suivre tout le reste, c'est de plus en plus dur, quoi. Voilà. Gemini, la grosse différence avec nos modèles concurrents, c'est qu'il a été pensé dès le départ comme un modèle multimodal. C'est vraiment la vision de DeepMind de ce que doit être un modèle, ce qu'on appelle un world model à DeepMind, c'est-à-dire un modèle qui est capable un peu comme un humain en fait, d'ingérer le plus de modalités possibles et de créer aussi le plus de modalités possibles, parce qu'en fait, c'est un peu les 5 sens du modèle. Et que plus il a de sens, plus il a de façons de comprendre le monde autour de lui, plus il va être capable de comprendre ce monde et de se le représenter pour ensuite agir sur le monde. Donc voilà, maintenant les modèles ils sont capables d'ingérer des images, des vidéos, de l'audio, etc., et de recréer tout ça. Mais pour la petite anecdote, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 1 an et demi, 2 ans, on avait sorti Gemini 1.0, et ensuite qui générait juste du texte. Et quelques mois après, on a sorti 1.5, qui celui-là, ça y est, il commençait enfin à être un peu multimodal, on peut lui donner des images en plus à regarder.
Maintenant, quand on y pense, ça a l'air fou que c'était juste il y a 1 an et demi qu'on peut juste faire ça. Mais ce qui était marrant, c'était que souvent, avec 1.5, de temps en temps, on lui passait une image, il disait « Ah non, 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 moi, je suis un modèle de génération de texte, je ne peux pas regarder des images. » Et en fait, ce qui se passait, c'était que c'était juste... 1.5 était juste une itération d'1.0, et comme 1.0 était déjà multimodal à la base, mais qu'on n'était pas sûr encore de ses carrés, etc., on avait mis énormément de post-training derrière pour lui dire, en fait, même si tu sais lire des vidéos, tu vas dire que tu sais pas faire, enfin des images, que malheureusement, ce training-là ressortait encore dans 1.5, et du coup, il disait, bah, en fait, non, ça marche pas, je peux pas le faire. Donc, faut vraiment faire gaffe à ce genre de choses. Il y a les modèles Gemini, on a aussi plein d'autres modèles. Je vais montrer une partie des premiers, tout ce qui est multimodal. Donc on a Imagen, Nano Banana pour générer des images, on a Veo pour générer des vidéos. Un qui est beaucoup moins connu, que je vais vous montrer, c'est Lyria pour générer de la musique. On a Gemini Robotics qui est sorti il y a 2 ou 3 semaines maintenant, que je vais aussi vous montrer un peu en détail. On a plein d'agents, de plus en plus d'agents, on sort des agents tout le temps. Il y a Mariner et Jules en particulier qui sont des agents de codage que je vais vous montrer. On a nos modèles OpenWeight de Gemma, et on en a plein d'autres qui sont des modèles plus de recherche ou pour des cas très particuliers. On a Alpha Evolve pour travailler sur des sujets d'évolution et d'ADN. On a Alpha Weather, non, Weather Next, celui-là il n'est pas alpha, qui fait de la génération de la prédiction de météo. On a vraiment des tonnes de modèles dont malheureusement je ne vais pas parler parce que en fait j'ai pas le temps de regarder ce qu'ils font exactement en détail. Voilà. Mais si vous voulez en parler après, on peut aller regarder ensemble, je serai au stand de Google. Donc justement, je parlais du modèle de Robotics. Le modèle de Robotics, un robot, en fait, c'est 2 choses. C'est des yeux et des bras, globalement. Et donc ce modèle Gemini Robotics, il fait 2 choses. La première chose, c'est qu'il est capable d'analyser des images. Donc c'est ce qu'on voit là sur l'image. On lui donne une image et il est capable de trouver les choses sur les images. Et là, par exemple, en plus d'ajouter la partie réflexion à cette requête. Donc là, par exemple, la requête, c'était trouve-moi tous les objets que tu es capable de porter et qui pèsent moins de 1 kg. Et donc, on voit qu'il a trouvé je sais pas comment ça s'appelle, les trucs, les bandes élastiques, mais pas les poids. Et donc ça, c'est la première étape d'un modèle de robotique, c'est cette partie-là de tu as des yeux, trouve les choses, trouve où ils sont, parce qu'après, il va falloir aller les attraper ou faire des choses avec. Je crois que j'ai mis une deuxième image. Et là, par exemple, c'est une prévision de trajectoire. De dire, ta main gauche, elle va aller chercher le crayon rouge. Donc, voici la trajectoire que tu vas devoir suivre pour aller du point A à un point B. Et finalement, la partie déplacer les mains, c'est un petit peu annexe parce que c'est un problème qui est plus ou moins résolu. On a déjà des algos, depuis très longtemps, on a des machines qui bougent des gros bras dans des usines. Donc on est déjà capable de dire tu vas d'un point A à un point B en faisant gaffe à pas taper dans quelque chose d'autre. Donc cette partie-là marche. Mais justement, le modèle robotique, il va analyser l'image, arriver à une stratégie et ensuite faire une sorte de cadencement pour dire là, si ma question c'est tu prends le crayon rouge et tu vas la mettre dans la boîte, c'est où est la boîte, où est le crayon rouge, comment je vais attraper l'objet, le crayon rouge. Donc là, hop, on voit tout le trajet qui va devoir être fait. Et ensuite, en deuxième étape, un deuxième trajet pour aller poser le crayon dans la boîte. Et donc, du coup, ça donne ça. Donc là, la demande qui est faite au modèle de robotique, c'est prépare la boîte à lunch. Quoi qu'il arrive à attraper le truc, hop, à se coordonner avec les 2 mains pour mettre les choses. Il y a la stratégie pour fermer le ziploc. Alors, je pense que celle-là, elle est un peu dure, donc il met un peu de temps. Et voilà, c'est dans la boîte. Et normalement, il devrait même essayer de le fermer. Ah non, il faut qu'il mette le reste.
stressant, on se demande s'il va y arriver. Ben là, on triche un peu, on lui a mis un gros truc à attraper pour le zip et pas un tout petit, parce que sinon, c'était trop dur. Voilà, et donc ça, c'est voilà, un modèle qui est, comme j'ai dit, qui a été en preview pendant quelques temps. Donc on n'avait qu'un certain nombre de partenaires qui avaient accès à ce modèle-là. Et depuis 2 semaines, il est public, donc vous pouvez l'utiliser aussi. Alors il faut les robots, mais en fait, ça devient de moins en moins cher d'avoir un robot. Je crois qu'on m'a dit que pour quelque chose comme 1000 balles, on pouvait acheter des bras et tester des trucs. Je n'ai pas encore eu le temps. Il faut que j'arrive à convaincre mon manager de faire une note de frais, mais ça va arriver. Et entre autres, un des problèmes que j'ai vu que mes collègues essayaient de résoudre, et celui-là, je pense qu'on l'attend tous, c'est d'avoir les robots qui soient capables de plier les habits pour sortir les habits de la machine et les replier après pour pas qu'on ait besoin de faire ça. Donc ça, celui-là, je l'attends avec impatience. Une des questions, je repasse sur les modèles, parce qu'on a une question qui revient tout le temps quand je présente ce que je fais, c'est que vous nous connaissez chez Google, on aime bien faire plein de modèles, plein de choses, plein de produits qui font la même chose. Et c'est très confusant pour les utilisateurs, c'est tout aussi confusant pour nous en interne. Et du coup, il y a une question qui revient tout le temps et que je voulais clarifier, c'était pourquoi est-ce qu'on a Vertex AI d'un côté et AI Studio de l'autre? Et donc la réponse, c'est qu'on a d'un côté, en fait, nos produits qui sont grand public, pour les moldus, là, qui sont voilà, vraiment la version packagée de Gemini. C'est la version de chat où il n'y a rien à faire, quoi. Je chatte, ça marche, ça me fait des trucs, mais par contre, j'ai aucun contrôle dessus. Et c'est ce que les utilisateurs lambda veulent. De l'autre côté, on a les gens du ministère de la Magie qui sont vraiment à fond, plutôt disons les entreprises, qui eux veulent beaucoup de contrôle. Donc c'est là où on va utiliser Vertex AI parce que sur Vertex, on a le plus de contrôle possible. On peut choisir, on gère où notre donnée va être stockée dans nos buckets, on gère sur quel data center le modèle il va tourner, etc. Le truc, c'est que avec beaucoup de pouvoir et de contrôle viennent beaucoup de responsabilités aussi. Donc, quand on est déjà une grosse équipe qui est déjà sur cloud avec une équipe de DevOps qui s'occupe de tout, c'est très bien. Et il n'y a pas de raison de ne pas commencer directement sur Vertex AI. Mais pour un développeur indépendant qui fait des trucs chez lui le soir ou une startup qui débute, en fait, c'est facilement une semaine de perdu à juste faire le setup sur GCP. Et c'est un peu dommage quand tout ce qu'on veut, c'est juste tester si ce prompt-là ou ce modèle-là est intéressant. Et c'est pour ça qu'on a AI Studio et les Gemini Developer API qui sont... Enfin, vraiment, l'idée, c'est que vous avez une idée, vous voulez tester un truc, et vous y allez. Il y a juste à avoir un compte Google. Vous pouvez tester direct. Si vous voulez faire du code, il y a juste à prendre une API key et à la copier-coller et ça marche. Il n'y a pas besoin de faire le moindre setup avant de commencer. Et la partie qui est pratique, c'est qu'en fait, c'est le même SDK pour les deux. Donc au final, vous pouvez commencer avec l'un, migrer sur l'autre quand vous voulez passer en prod ou scaler up. Et inversement, s'il y a une feature qui en fait est disponible sur l'un et pas sur l'autre, voilà, c'est hyper facile de passer de l'un à l'autre. Et après, on a aussi plein d'autres agents et produits, genre Jules et Gemini CLI dont je vais parler un peu plus loin, Gemini Code Assist un peu partout. Donc on a plein de produits pour cette partie-là, ce qu'on appelle les développeurs indépendants, start-up, etc., magiciens dans mon slide. Donc voilà, je vais maintenant vous parler un peu plus de AI Studio. Et en fait, AI Studio, il y a eu un article il n'y a pas longtemps de Business Insider. Google AI Playground was the best kept secret. Now everyone is finding out. Donc ça nous a fait beaucoup plaisir. Donc c'est pour ça aussi que je veux vous le montrer, pour que vous aussi, vous soyez dans le secret et que vous sachiez pourquoi c'est notre secret le mieux gardé. Donc voilà. Hop. AI Studio, c'est ça, aistudio.google.com. Vous avez juste besoin d'un compte Google pour l'utiliser. Et c'est vraiment une boîte à sable pour pouvoir utiliser tous nos modèles. Donc on a les modèles Gemini, le Pro, Flash, etc.
les modèles de génération d'images. On a aussi, je pense que si je descends, non, c'est si je vais par là, on a aussi Gemma, si vous avez envie d'essayer Gemma sans avoir besoin de le télécharger et de le faire tourner. Le seul truc avec Gemma sur AI Studio, c'est que c'est la version de base, donc, alors que le principal intérêt de Gemma, c'est le fine-tuning. Donc ça, c'est pas forcément très intéressant non plus, mais ça a au moins le mérite d'être là. Et donc c'est cool, c'est qu'en fait, sur chaque modèle, vous avez accès à tous les paramètres directement, les mêmes que si vous étiez en train de faire du code. Donc la température, ici l'aspect ratio, parce que j'utilise Nano Banana, etc. Et donc vous pouvez tester sans rien à faire. Donc par exemple, Nano Banana, c'est notre dernier modèle de génération et d'édition d'images. Donc par exemple, on va dire, j'en sais rien, une fée se balade à Nantes pendant le DevFest. On va voir ce que ça va donner. Et voilà, hop, ça devrait prendre quelques secondes. Puis ce qui est bien, c'est que vous avez aussi le compte de token pour avoir une bonne idée de combien est-ce que ça vous aurait coûté si vous l'aviez fait. Et donc voilà, on a l'image. Je pense qu'on va mettre en plus gros, c'est pas mal. Et ben, on peut dire, j'en sais rien, hop. Et en fait, Nano Banana, le principal intérêt, c'est que c'est pas un modèle c'est un modèle qui génère des images, mais c'est surtout un modèle qui permet d'éditer les images. Donc par exemple, hop, on peut dire ajoute, je suis en français moi, ajoute des feux d'artifice. Et hop, il va me rajouter des feux d'artifice dans le ciel, mais sans changer le reste de la photo. On devrait garder la même fée, les panneaux DevFest, etc. Donc c'est vraiment un modèle qui est fait pour itérer sur des photos. C'est vraiment un usage différent de la génération d'images habituelle, où d'habitude, sur la génération d'images, on est plutôt à itérer sur le prompt. Il y a un truc qui ne va pas, je vais changer le prompt et je vais avoir une nouvelle image. Alors que là, en fait, on va avoir une image, et dès qu'on en a une qui convient à peu près, on va plutôt commencer à itérer sur l'image en l'éditant, un peu comme si on passait sur Photoshop. Et moi, je vois ça un peu comme une descente de gradient. On a trouvé un truc qui n'est pas si mal, et maintenant on va faire notre descente de gradient pour trouver notre maximum local ou notre minimum local qui correspond à l'image qu'on avait en tête. Donc c'est vraiment notre modèle le plus sympa, dernièrement. Et donc voilà, vous pouvez tester tous les modèles, et en particulier du coup tous ces modèles qui sont de génération de médias. Donc il y avait Nano Banana, hop, je passerai là-dessus après. On a Imagen, qui est l'autre modèle de génération d'images. Celui-là, ce qui est cool, c'est qu'il est vraiment plus fort sur tout ce qui est texte. Donc on peut faire des prompts comme celui que j'ai mis, qui est fais-moi un comic strip en 3 panels, avec dans ce panel-là, il y a ça, dans ce panel-là, il y a ça. Et ça fait des images qui sont... hop, est-ce que j'arrive à le mettre en grand? Oui, voilà. Et j'arrive pas à lire non plus. Donc voilà, ça nous fait une démo où il y a le texte n'est pas fou là, mais l'effet démo encore. Mais donc voilà, c'est un autre modèle de génération d'images. Et comme j'ai dit tout à l'heure, mon boulot, c'est aussi de faire que ce qu'on produit est facile à utiliser pour les développeurs. Donc l'un des combats que j'ai en ce moment, par exemple, c'est que en ce moment, ces deux modèles ont des API différentes, et je trouve que ça ne fait aucun sens. Donc j'essaye de me battre pour qu'on arrive à regrouper les modèles, enfin les API, pour que ça soit la même API pour les deux, parce que je pense qu'un développeur lambda, il a envie de tester les deux et de juste changer le nom du modèle et pas d'avoir à réécrire tout le code à chaque fois qu'il veut switcher. Je continue avec les modèles de génération de médias. Est-ce qu'il y a des utilisateurs de NotebookLM dans la salle? Et alors ceux qui utilisent NotebookLM, quelle est la meilleure feature de NotebookLM? Le podcast. Et donc, ce qui est cool, c'est qu'en fait, depuis un mois ou deux, on a sorti en fait un modèle qui s'appelle Gemini TTS, qui est en fait le modèle qui est utilisé dans NotebookLM. Et donc, vous pouvez générer vos propres podcasts, vos propres discussions, sans avoir besoin de passer par NotebookLM, et surtout en vous affranchissant des system instructions qui sont intégrés dans NotebookLM. Parce que moi, pour l'avoir beaucoup utilisé, je commence à plus en avoir assez de la question ouverte à la fin, qui est toujours un peu tirée par les cheveux. Donc c'est relativement simple, il suffit de générer une discussion, donc là je l'ai déjà fait en avance, mais je génère la transcription d'une discussion entre Guillaume qui parle français et Nathalie qui parle anglais, deux développeurs qui vont au DevFest, etc. Et du coup ça me fait une discussion, là, hop, je l'ai copié-collé, je l'ai mis ici,
Donc, avec juste un petit prompt d'entrée, lis-moi ça avec un ton chaleureux et exubérant. Et voilà, j'ai ma discussion, j'ai sélectionné, j'ai donné le nom des deux speakers parce que forcément c'était dans le texte, et j'ai choisi une voix pour chacun d'eux, et ça me fait un... Salut Nathalie, tu as regardé le programme du DevFest Nantes? Je suis tellement excité que ce soit enfin cette semaine. Hey, Guillaume. Yes, I did. I spent my whole lunch break scrolling through the schedule. It looks fantastic, as always. There are so many good sessions, it's going to be impossible to choose. Exactement. Et j'ai déjà une liste longue comme le bras, mais il faut que je fasse des choix. Toi, qu'est-ce qui t'a le plus accroché? Bon, j'arrête là, vous voyez l'idée, mais en fait, ce qui est vraiment sympa avec ce modèle, c'est que c'est nos nouveaux modèles de génération d'audio qui... celui-là, c'est un text-to-speech, mais qui génère l'audio directement. C'est le modèle qui génère la sortie audio. Et du coup, il n'y a pas les contraintes d'un text-to-speech habituel où on doit sélectionner justement la langue qui est parlée par l'utilisateur. Et c'est pour ça qu'il est capable, en une fois, de switcher de langue pour chacun des deux personnes qui parlent. On a... on a changé l'UI, je ne sais plus où c'est. On a aussi nos modèles live qui utilisent la même techno. Et justement, le dernier modèle live, je vous montrerai une démo un peu après, il fait la même chose. Et ce qui est sympa, c'est que justement, on peut lui parler en français, et d'un coup lui dire bah, vas-y maintenant tu parles en anglais ou tu me parles en allemand, et il va switcher sans aucun problème. Il n'y a pas besoin de reprompter, il n'y a pas besoin de relancer quelque chose. Le modèle il change tout de suite de langue. Et pour créer des applications par exemple d'apprentissage de langue ou pour réviser des choses, c'est assez cool. Voilà. Et en fait, et la dernière nouveauté, c'est VO, enfin le dernier modèle de génération de vidéos, c'est VO. Je vous ai dit qu'on sortait des trucs régulièrement. En fait, VO, on a sorti VO 3. Mercredi. Donc moi, j'étais sur le stand en train d'installer le stand et en même temps de shipper justement ça pour VO. Et donc, c'est un modèle de génération, je pense que tout le monde a déjà vu VO, mais c'est notre modèle de génération de vidéos où on peut lui prompter, lui donner une image de départ, il va nous créer la vidéo, mais en plus avoir le son sur la vidéo. Et ce qu'on a rajouté avec VO 3.1, c'est à la fois la possibilité de même mettre une frame de début, donc j'en sais rien, moi, il y avait ça tout à l'heure, et de mettre une frame de fin, ou de lui dire d'utiliser la même frame au début et à la fin pour faire une vidéo qui va boucler. Et celui que je préfère, c'est référence sous vidéo, donc c'est plutôt que de partir d'une frame, je vais plutôt lui donner par exemple une image d'un personnage. Ça c'était moi tout à l'heure. Une image d'un objet par exemple et une image c'était un carrosse. Et puis je peux créer une vidéo, donc génère le personnage, un elfe, attrape le biscuit magique, puis saute sur le toit du carrosse. Et donc voilà. Alors ça va être un peu long, donc je l'ai déjà pré-runné, on va regarder après ce que ça a donné ce truc-là, mais hop, ça peut donner quelque chose comme ça. Et voilà. J'avais demandé un biscuit magique. Voilà. Et donc, ce qui est vraiment cool dans VO 3.1 qu'on a sorti, c'est que maintenant, en fait, les vidéos peuvent être étendues. Donc, la génération précédente de VO 3.0, on pouvait juste faire des vidéos de 8 secondes. Donc, 8 secondes, on est un peu limité. Et là, on peut rajouter en fait, des chunks de 7 secondes de vidéo à la fois à la fin, jusqu'à quelque chose comme 1 minute et demie. Donc là, en fait, c'est ce que j'ai déjà fait. En fait, vous avez vu, la vidéo fait 15 secondes et la partie du troll qui apparaît, c'était le deuxième prompt que je lui ai donné. Est-ce que là, ça a fini entre-temps? Non, c'est toujours en train de... Le problème, c'est que c'est lent. L'autre chose sur VO, c'est par contre, faites gaffe, c'est quand même relativement cher. C'est 15 centimes la seconde sur de la vidéo. Donc une vidéo de 8 secondes coûte déjà 1 €, et donc si vous voulez faire un truc un peu long d'une minute, ça va coûter quelque chose comme 10 €. Donc voilà, c'est très sympa à utiliser, mais c'est pas donné non plus. Donc faites gaffe. Et donc là, VO Studio, c'est en fait quelque chose qu'on a appelé des applications AI Studio.
Donc en fait, dans AI Studio, vous pouvez aussi vibe coder des applications. Et donc par exemple celle-là, vous avez accès à tout le code pour regarder comment c'est fait. Donc si vous voulez vérifier comment est-ce que je fais mes appels à VO pour savoir comment rajouter les références, donc par exemple, il y a juste à descendre ici, hop, 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 voilà. Et donc ici, si j'utilise le référence, alors je passe dans mes références d'images, je crée un tableau d'images dans lequel je crée un objet image avec les bytes de l'image, le MIME type, et ensuite ce reference image payload, je le passe où je le passe dans la config que je vais envoyer à la génération, et c'est tout. Et donc ce qui est cool, c'est que non seulement vous avez accès au code pour regarder comment ça marche, mais si vous voulez, vous pouvez vibe coder une variante de l'application. Alors on va faire un truc simple. Est-ce que tu pourrais changer le fond de l'application pour qu'elle soit en blanc? Et on a ajouté la semaine dernière, hop, le fait qu'on puisse prompter avec la voix. Parce que moi, c'est un des trucs qui me fatigue un peu avec le prompting, c'est que surtout quand on vibe code, c'est qu'on se retrouve à taper plein de choses sans arrêt, et il y a un moment où je suis sûr qu'en fait, on tape plus de choses que si on avait tapé le code nous-mêmes. Et donc voilà, là, c'est en train de réfléchir, d'analyser le code, d'utiliser le thinking, là, dont Guillaume a parlé dans le talk d'avant, et ça va générer quelque chose. On peut regarder si l'autre vidéo a été faite en même temps. Ben voilà, hop. Elle est mieux en fait. Voilà. Bon, bah lui, il est en train de réfléchir. Pendant ce temps, je vais vous montrer un autre truc très cool. C'est que justement, dans AI Studio, on a toute cette partie qui est build, qui est ici, où vous pouvez vibe coder vos propres applications, mais on a plein d'autres applications, pas seulement de VO, qui vous permettent d'avoir des exemples de ce qu'on peut faire. Et il y a celle qui est relativement méconnue, qui est ici. C'est le modèle dont j'ai un peu parlé tout à l'heure, qui s'appelle Lyria. Et donc Lyria, c'est notre modèle de génération de musique. Je pense que si vous pensez à de la génération de musique, vous pensez tous à Suno. Et Suno, c'est un peu comme VO. Vous avez un prompt, vous envoyez un prompt et des paroles, et ça va vous générer de la musique, 1 minute, 2 minutes, 2 minutes de musique. Ici, le modèle Lyria, il est différent parce que c'est un modèle qui marche un peu comme les modèles live, donc qui va streamer, indéfiniment. Donc là, je vais le lancer. Et il va commencer à générer de la musique en fonction des prompts, là, donc shoegaze, je ne sais même pas ce que ça veut dire, lush strings et trash. Et je peux en fait lui changer les prompts en live. Bon, on peut mettre un peu de drum and bass. C'est pas facile avec le touchpad. De la K-pop. Et voilà. Et il mixe la musique en direct en fonction des demandes. Et il va continuer à faire ça indéfiniment tant qu'on l'arrête pas. Donc c'est assez sympa pour se générer de la musique de fond ou des choses comme ça. Et on va voir si pendant ce temps... Donc essayez-le, hein, franchement c'est un modèle qui est assez cool à utiliser. Et là il y a des prompts qui sont relativement basiques, parce que c'est ce qu'on recommande. Mais sur une autre de mes démos, j'utilise des prompts hyper longs, genre je veux un bruit d'une forêt magique au coucher du soleil. Et il arrive quand même à faire des choses avec ça. Donc c'est assez marrant à utiliser. Et on va revoir, bah non, il est toujours en train de penser. Bah, c'est pas grave parce que ça va me faire une bonne transition pour un des trucs dont je veux parler plus tard. C'est que moi, l'un des problèmes que j'ai avec le vibe coding c'est cool. Ah bah voilà, ça y est, il a fini. Et voilà, ça y est, c'est en blanc. Mais typiquement, ça c'est quelque chose où je pense que j'aurais été beaucoup plus rapide à aller chercher dans le code et à la changer moi-même. Mais l'avantage, c'est qu'au moins, quelqu'un qui n'est pas du tout technique est capable de personnaliser son application lui-même. Je vais repasser là. Et du coup, ah bah oui, parce que ça... Voilà. Et du coup, voilà, je voulais faire une partie sur tout ce qui était live coding, parce que je pense que c'est le nouveau mot-clé. On a beaucoup parlé d'agents, ça reste un gros mot-clé du moment, mais je pense que le prochain mot-clé qui arrive, c'est tout ce qui va être vibe coding, live coding, avec toutes les variantes qui vont y avoir là-dedans. C'est le nouveau champ de bataille des LLM, entre autres parce que pendant très longtemps, Claude était très largement avant tout le monde.
Tout le monde est en train de rattraper Claude, qui a, on ne va pas se le cacher, hein, toujours un peu, un peu d'avance, mais tout le monde est en train de rattraper Claude sur ce sujet. Et voilà, donc ce qui est cool avec le vibe coding, c'est qu'on peut facilement créer des prototypes et aller du 0 à 1 hyper vite pour faire des choses. Et en fait, justement, on a Jules, qui est un agent de vibe coding que j'aime beaucoup. Et je l'aime beaucoup parce que la majorité des produits, des agents qu'on a pour faire du codage en direct, c'est intégré à l'IDE. Et il se passe exactement ce qui s'est passé tout à l'heure quand j'étais en train de mettre à jour l'application. C'est que j'ai quelque chose à lui faire, je lui envoie un prompt, et là, en fait, comme il va réfléchir pendant 5 minutes, je ne peux rien faire. Je peux juste le regarder bosser, un peu comme les premiers mois où on a un aspirateur robot, en fait, on croit qu'il va faire le ménage à notre place, mais on le regarde faire le ménage à notre place, donc on ne gagne pas de temps. C'est pareil un peu quand on commence à faire du vibe coding, on se dit « Ah, vas-y, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ah, il génère ce truc-là. » Bon. Mais surtout, en fait, on est un peu passif parce qu'on a les fichiers à disposition, mais on n'ose pas les changer parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer si on change le moindre truc. Est-ce qu'il va écraser ce qu'on a fait? Est-ce que ça va le faire bugger parce que le fichier est plus pareil quand il a commencé à travailler que quand il a fini? Et on est toujours un peu bloqué. Et moi, ce qui m'arrive tout le temps, c'est que j'envoie un prompt, je lui dis « Fais-moi ça ». Et 15 secondes après, je pense à un autre truc. Je dis « Ah mince, il faudrait faire ça aussi, et ça aussi ». Et là, juste le fait de devoir se souvenir pendant 5 minutes de « Ah, la prochaine étape qu'il faut faire, c'est ça », c'est hyper stressant, je trouve. Alors, ce qui arrive souvent, c'est qu'en fait, je travaille en 1 sur 2, quoi. Il est en train de faire un truc, je suis déjà en train de taper le prompt d'après, et à la seconde où il a fini, je n'ai même pas testé, je suis déjà en train de lui envoyer le deuxième prompt. Et pendant que le deuxième prompt joue, je teste le premier et puis je lui fais les feedbacks sur le premier. Mais bon, des fois, ça finit mal, ce genre d'histoire. Donc j'en reviens à Jules. Et Jules, je trouve que c'est vraiment la façon dont je vois l'agent de codage dans le futur. Parce que c'est vraiment, on lui donne une tâche, et au lieu de travailler dans notre code base, il va créer une VM, faire un fork de notre code base et travailler dans sa VM. Il va faire ses trucs, plein d'étapes, il est full agentic et tout ça. Mais surtout, il fait son truc, quoi. Et à la fin, qu'est-ce que je récupère? Je récupère une pull request à tester. Donc là, j'ai... hop, non, c'est pas ça. Donc voilà, c'est ça ce qu'on voit un peu sur la vidéo. Il fait ses trucs. Et c'est vachement puissant. Parce qu'en fait, on peut lui lancer plusieurs tâches en même temps, vu que c'est des VM. Donc, par exemple, justement, l'une des démos sur lesquelles j'ai bossé, c'est ce miroir magique. Comme il y avait le thème des Fairy Tales pour le DevFest, je me suis dit, je vais faire une démo pour le stand. Donc, vous pouvez aller le voir sur le stand en haut. C'est un miroir magique qui utilise Gemini Live, donc vous pouvez lui parler, qui utilise ensuite Nano Banana pour vous transformer en princesse, en chevalier, en ce que vous voulez, et qui utilise Lyria pour mettre de la musique d'ambiance en fonction de l'image que vous faites. Et je l'ai fait entièrement avec Jules parce que je voulais tester qu'est-ce qui se passe si j'essaye de faire une application de A à Z en essayant de ne jamais écrire une ligne de code moi-même. Et ce qui était cool avec Jules, c'est que justement, au début, je suis allé hyper vite parce que je pouvais lui dire bah, toi, tu travailles sur ça, tu travailles sur ça, tu travailles sur ça. Et en fait, j'en lançais 10 en parallèle. Et donc, ça allait super vite, à part qu'il fallait quand même gérer les merges. Donc, il y a des moments où c'était pas foufou. Donc, très vite, j'ai appris au contraire, bien avoir mon architecture de code en tête pour dire toi tu travailles sur le prompting, toi tu travailles sur le UI, toi tu travailles sur les tools, de façon à être sûr qu'il ne se marche pas sur les pieds, mais exactement de la même façon que si j'étais lead dev ou scrum master avec mon équipe de dev. En fait, j'ai pas envie qu'il y en ait deux qui travaillent sur les mêmes trucs, donc je vais essayer d'adapter le travail en fonction. Et du coup ça donne ça. Ah ben non, ça c'est hop. C'est pas la bonne vidéo que j'ai mis, je suis désolé. Vous montrer en haut pour le voir au stand, à quoi ressemble le miroir. Et donc voilà, c'est ça dont je parlais. Au début, j'ai eu les 2-3 premiers jours où c'était fantastique, je suis allé hyper vite. Et puis je suis arrivé au moment où en fait ça devenait plus dur. Parce que la code base commence à grossir, parce que justement j'essaie de lui faire des trucs qu'il ne connaît pas. Par exemple, typiquement Lyria, il n'avait aucune idée de comment ça marchait. Donc il fallait que j'aille chercher sur Internet la doc pour lui donner. Et il y a un truc qui est très pratique dans notre doc.
c'est que quand vous avez voilà, notre doc à nous, on essaye de suivre le standard llm.txt, et du coup, si vous avez la doc, on va rajouter un bouton pour le faire plus facilement, mais si vous rajoutez .md.txt, vous récupérez la version Markdown de la doc, qui est vachement plus facile à copier-coller au LLM pour lui apprendre à faire les choses. Du coup, je reviens là. Et sur la fin, j'ai passé les derniers jours étaient infâmes parce que justement, vouloir absolument tout faire avec le LLM quand c'est juste typiquement lui faire changer une couleur de blanc à noir ou changer le prompt pour un truc, bah, c'est super long en fait d'attendre qu'il travaille pendant 5 minutes, qu'il crée sa VM alors qu'en fait c'est une ligne de code à changer. Il y a un nouveau modèle qu'on a sorti la semaine dernière qui s'appelle Computer Use et qui pour moi est aussi la prochaine étape du vibe coding on va appeler ça le vibe testing d'une certaine façon. C'est un modèle qui permet de faire utiliser un ordinateur à Gemini et donc de cliquer sur des trucs. Donc le use case de base, c'est il va acheter mes billets d'avion à ma place. Mais l'un des trucs que ça peut faire, et j'attends, pour moi c'est la prochaine étape pour arriver à faire des agents qui vont vraiment être super forts en coding, c'est qu'il va, une fois qu'il a fini de builder son truc, plutôt que de me dire bon j'ai lancé les unit tests, je pense que ça marche, à toi de tester, en fait qu'il le lance lui-même, qu'il s'amuse à cliquer sur les boutons et à faire des trucs, et qu'il fasse un vrai QC, un vrai travail de QC en fait avant de me dire que ça y est, tout fonctionne bien. Et donc voilà, là c'est un exemple avec une application qui a été générée sur AI Studio. Et voilà, il lance l'application et il va de lui-même aller remplir les champs, cliquer sur le bouton pour tester si tout fonctionne bien. Et voilà, bon, c'est accéléré un peu, hein, mais voilà. Et en plus, on a un résumé de qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Donc pour moi, c'est la prochaine étape de l'agent de coding, c'est quand on va rajouter cette brique de... il ne fait pas que le coding, il fait aussi le QC sur ce qu'il fait. Donc vous pouvez vous connecter sur gemini.browserbase.com, c'est un site web pour tester gratuitement ce nouveau modèle de Computer Use qui est assez sympa à utiliser. Ah voilà, et c'est ça que je voulais montrer, c'est la démo du Magic Mirror à la fin. Hello, I'm the Magic Mirror. What can I do for you? I can transform you into any fairy tale or fantasy character you wish, or even tell you a story. Yeah, what would you like to do? Could you turn me into a squire? Very well. Prepare to be transformed into a brave squire. Is there anything else I can help you with, my dear squire? Yes, let's say I've been promoted for my good behavior, so I'm now a knight. Congratulations on your promotion. I shall transform you into a noble knight now. Vous entendez la musique? Is there anything else you wish to experience, my noble knight? Yes. While we're waiting for the prompts, maybe you can tell about my story. And it will take a dark turn because I will get tempted by the dark side and become a dark knight. I can certainly tell your story. Once upon a time, Sir Knight, you were a paragon of virtue and courage. Your deeds were renowned across the land. Let me show you. But alas, a darkness began to stir. Bon, vous commencez à avoir l'idée, je pense. Et donc c'est assez cool de mélanger un peu tous ces modèles ensemble et d'arriver à faire ça en 5 jours de vibe coding. Donc vous pouvez tester. Là, je l'ai mis sur un Cloud Run, donc vous pouvez tester ça de chez vous. Il ne va pas forcément tester le rapidement parce que je ne sais pas si je vais le laisser très longtemps vu que ça coûte de l'argent à faire tourner. Et que comme je commence à envoyer le lien partout, au bout d'un moment, je vais avoir trop d'utilisateurs aussi. Mais ouais, testez et je veux bien que vous me donniez du feedback. Le projet est entièrement sur GitHub, donc vous pouvez regarder aussi sur mon GitHub pour regarder toute la codebase, comment ça marche. Quelques petits conseils sur comment bien gérer le vibe coding. La façon dont j'ai tendance à aborder un agent de coding, c'est un peu comme un stagiaire ou un développeur junior. Il ne faut pas lui donner 10 tâches en même temps, sinon il va être perdu. Donc il vaut mieux lui donner une tâche à la fois. Et c'est plus facile avec Jules de justement compartimenter et que chacun fasse sa tâche en même temps.
justement, quand on est dans l'IDE, on est un peu tenté de se dire, bon, bah, vu que je vais devoir attendre 10 minutes qu'il travaille, je vais lui demander de faire 3 trucs en même temps. Mais en général, c'est assez risqué de faire ça. Des prompts le plus détaillé pour avoir le meilleur résultat. Donc à la fois donner le contexte de ce qu'il faut, de la tâche à faire, mais aussi lui donner de la doc, etc. Encore une fois, c'est juste une bonne pratique. C'est la même chose avec n'importe quel développeur ou un PM. Quand vous êtes un PM, si vous envoyez des user stories qui sont des one-liners, vous savez que ça va mal finir. Vous avez besoin que la user story elle soit détaillée. Bah, c'est pareil avec votre agent de codage. Créer des applications modulaires, en fait, plus il y a plein de fichiers séparés, plus il y a de chances qu'ils ne se marchent pas sur les pieds quand ils vont coder. Et en plus, ils vont réussir à coder un peu plus vite parce que comme ils ont tendance à réécrire les fichiers, bah, plus il est court, plus ça va aller. Donc, et en général, demander au modèle de créer un truc le plus modulaire possible. Et voilà, apprendre à quel moment, ça y est, ça commence à être le moment où ça va être vachement plus long de le prompter que de faire le travail vous-même, donc le moment où il faut reprendre le contrôle, et surtout tester tout le temps. En fait, malheureusement, plus on va faire de vibe coding, plus on va se retrouver à devoir faire le travail de QC parce que il fait des choses, mais il y a toujours des hallucinations ou des trucs qu'il a mal compris, et en fait, il faut tester encore plus, quoi. La relecture de code c'est une skill qui devient la plus importante, je pense, à avoir, d'être capable de relire le code pour savoir ce qu'il a fait. Mais en plus, il ne faut pas juste s'arrêter à la relecture de code en mode je pense que ça va ce qu'il a fait, parce que des fois, il casse un truc ailleurs. Justement, typiquement, les Jules, ils étaient gentils, mais il y a plein de moments où ils ont cassé le jouet de leur copain Jules. Voilà. Je me suis mis un challenge de vibe coder une application par semaine. Donc je vous ai mis aussi le lien vers mon GitHub en bas. Vous pouvez regarder. Là, je publie un truc toutes les semaines avec une nouvelle application vibe coder. Et puis je vous mets le prompt que j'ai utilisé, un peu les choses que j'en ai tirées. Et ça m'amène sur ce que je vois comme la façon dans le futur de développer avec de l'AI. Donc ce que je vois, c'est que de plus en plus, en fait, l'AI va devenir en fait plus un membre de l'équipe, donc comme Jules, en fait, quelqu'un à qui on donne une tâche et qu'il a fait toute seule, plutôt qu'une aide pour chacun, plutôt qu'un assistant pour chacun des développeurs, en fait, que ça soit une sorte de team member partagé où tout le monde va lui donner des tâches. Avec, pour moi, la partie QC qui va être la prochaine étape. Et il y a beaucoup de juniors qui me demandent quels sont les skills à apprendre maintenant pour survivre en tant que développeur dans le monde de l'AI. Je pense que c'est d'abord apprendre à prompter, apprendre à diriger l'AI, et surtout apprendre à devenir en fait une sorte de team de tech lead le plus rapidement possible. En fait, comment bien dispatcher le travail à l'AI, comment bien lui donner les directions, comment organiser le projet, bien faire l'architecture de façon à ce que l'AI soit capable de bosser facilement dessus, et être bon à faire des instructions des system instructions pour le modèle. Et en parlant de System Instruction, un autre truc que je veux vous montrer rapidement, c'est que sur nos deux SDK de Python et de JavaScript, on a un fichier de CodeGen Instruction qui est en fait aussi un fichier de Markdown qui apprend à n'importe quel LLM, ça peut être la nôtre, mais ça peut être nos concurrents, comment utiliser bien le SDK de Gemini. Parce qu'on a toujours ce problème un peu de l'œuf et de la poule, c'est que notre modèle, quand on a arrêté de l'entraîner pour le sortir, on n'avait pas fini de faire son SDK, et donc en fait il connaît mal comment. Enfin, Gemini, c'est mal coder des trucs pour lui-même. Et puis il y a toujours les problèmes de ce qu'on a sorti hier, il ne va pas savoir comment ça marche. Donc on essaye de maintenir ce long prompt pour que vous soyez capable, pour que vous ayez un truc à facilement copier-coller, pour pouvoir facilement utiliser, pouvoir coder des choses qui utilisent Gemini. Et en fait, et surtout, ce qui est cool, c'est que moi, Nathalie l'a dit, j'ai commencé dans les jeux vidéo, j'étais producteur, et donc à ce moment-là, je ne codais pas du tout, mais en fait, j'étais aussi le mec qui gérait le Jira, et ce qui est cool dans Jira, c'est qu'en fait, on peut hacker plein de trucs, donc je ne codais pas pour mon travail, mais j'ai codé plein de hacks partout dans Jira
pour simplifier les choses. Mais en fait, j'ai essayé de tout faire en no-code ou en low-code pour qu'il y ait quelqu'un d'autre qui soit capable de relire ce que j'étais en train de faire et que ce ne soit pas juste un hack en JavaScript dans le truc. Et j'ai toujours aimé un peu cette idée du low-code et du no-code parce que je trouve que ça permet d'expliquer ce qu'on fait à plein de gens qui ne sont pas dans notre univers, qui sont pas des gens techniques. Et c'est ça qui est génial en fait, avec le vibe coding, c'est qu'en fait, il y a plein de gens qui avant ne pouvaient pas coder et qui maintenant peuvent le faire. Et on a des gens chez nous au marketing qui codent leurs propres apps pour les campagnes de marketing, pour montrer, regardez ce qu'on peut faire avec VO, regardez ce qu'on peut faire avec Nano Banana. Et c'est trop bien. Ça veut dire que si ces gens-là, en fait, ils sont capables de faire leurs applications eux-mêmes et ils en sont suffisamment contents pour faire leur com dessus, c'est qu'en fait, n'importe qui est capable de le faire. Et en plus, ça veut dire que ça me libère du temps. Donc tout le monde est gagnant. Je vais parler très vite parce que j'essaie de garder quelques minutes pour des questions, mais on a aussi un autre agent qui est assez sympa, c'est Gemini CLI. Donc c'est utiliser Gemini en command line avec un agent qui va être multi-turn et tout ce que vous voulez, qui peut utiliser du MCP et tout. Je vous laisserai tester, c'est sur goo.gly/CLI. C'est aussi complètement open source, donc vous avez tout le code source sur GitHub. Et dans la partie complètement à l'opposé, justement, encore une fois, pour les gens qui ne savent pas coder, on a sorti la semaine dernière ce truc-là qui s'appelle Opal, et que je trouve justement très sympa parce que c'est vraiment la version no-code du vibe coding. Donc on peut envoyer un prompt et ça va nous générer un truc comme ça avec des boîtes qui disent, bah voilà, tu as un truc dans lequel l'utilisateur peut rentrer un topic, et tu as un premier agent qui va faire du deep research, un deuxième agent qui va créer un résumé, un autre qui va créer une image, etc. Et à la fin, ça te fait un blog post. Et je trouve que arriver à résumer en fait toute la complexité de comment faire des agents, comment faire un workflow d'agents de cette façon-là, je trouve ça très sympa. Il y a plein d'autres façons de le faire, mais celle-là, je la trouvais assez cool. Voilà. C'est pas encore dispo en Europe, je crois que c'est que aux US. Et je voulais juste finir sur ça. Parce qu'on est en Europe et que j'ai quand même plein de questions sur ça. Sur AI Studio, tout ce que vous faites sur AI Studio, c'est gratuit. Et si vous voulez utiliser les API, à part pour VO et pour la génération d'images, tout est gratuit. Il y a du free tier sur tout, et qui est quand même relativement généreux hein, pour quelqu'un. Moi, je fais tout avec le free tier parce que je veux me mettre à la place des développeurs. Et c'est hyper rare que je sois obligé de passer sur une clé d'API qui soit payante. Donc, tu vois, par exemple, je ne sais plus si le slide est complètement à jour, mais dernièrement, on avait le droit à faire 5 requêtes par minute avec Pro, avec 250 000 tokens par minute et 100 requêtes par jour. Vous êtes relativement large sur à peu près tout ce que vous voulez faire. Et il y a juste la question de l'usage des données personnelles sur les Terms and Conditions, c'est marqué que si vous êtes sur le free tier, on peut les utiliser. Mais si vous regardez bien dans les petites lignes, en Europe, on est couvert par la GDPR. Et en fait, le free tier est considéré comme un paid tier. Donc les données des utilisateurs en Europe ne sont pas utilisées pour l'apprentissage ou rien du tout. Donc voilà, vous pouvez utiliser Gemini, Gemini App, AI Studio sans risque. Pour vous donner une idée, moi j'ai le droit d'utiliser tous nos trucs confidentiels dedans. On considère que c'est suffisamment safe. Donc, et voilà. Et puis une dernière chose, si vous êtes curieux de voir d'autres trucs que vous pouvez faire avec Gemini, on a le cookbook, c'est moi qui le maintiens, donc un peu de pub. C'est goo.gly.cookbook. Voilà. Et il nous reste 3 minutes pour des questions.